Voilà, il y a un petit dessin qui essaye d'expliquer un petit peu à quoi ça pouvait ressembler au Moyen-Âge. Et puis vous avez une photo aérienne qui vous montre les bâtiments d'aujourd'hui. Bon, dernier point, vous savez qu'au bas du château, il y a une rue qui s'appelle la rue Juivry. Donc ce qu'on appelle une Juivry, au Moyen-Âge, c'est un quartier qui était réservé aux Juifs. On estime qu'en 1319, la maison de Savoie a autorisé la juiverie de Chambéry et qu'il y a eu 87 familles qui sont installées. Alors, ce n'est pas à négliger parce qu'on estime qu'à l'époque, Chambéry, c'est 1500 habitants. Donc 87, la famille minimale, c'est peut-être 2 personnes, mais la famille habituelle, surtout au Moyen-Âge, pour être gentil, on va dire c'est 4, 5. Donc, si vous faites 5, c'est presque 5 fois 9. Et on n'est pas loin du tiers de la population de Chambéry à ce moment-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on autorise des juiveries? Parce qu'il y a Chambéry, mais j'en ai mis quelques autres, Thonon, Annecy, Montmélian, Aiguebelle, Lienne, Seyssel. Là, il y a des juiveries à chaque fois. C'est tout simplement parce que le droit de l'Église interdisait aux chrétiens un certain nombre de choses, mais en particulier interdisait aux chrétiens le prêt sur gage. Le prêt sur gage, c'est quoi? C'est les ancêtres des banquiers. Le prêt sur gage, c'est on vous prête de l'argent, forcément avec intérêt. Donc, le boulot qu'on ne peut pas faire, il faut bien qu'il y en ait d'autres qui le fassent. Donc, la raison d'être des Juifs, c'était d'abord ça. C'est que si l'Église l'interdisait aux chrétiens, elle l'interdisait aux Juifs. Donc, les Juifs, ils ont surfé sur la vague et ils sont devenus, pour certains, des premiers banquiers importants. Et il ne faut pas rêver, les impôts, c'était loin de permettre à la Maison de Savoie de réaliser tout ce qu'elle a réalisé, et en particulier dans les périodes de guerre. Quand on part en guerre, il n'y a pas d'armée à cette époque. Il faut lever l'armée, qu'on appelle l'ost, mais lever, et ça veut bien dire, ça veut dire qu'il faut la constituer. Et ça veut dire qu'il faut payer des mercenaires. Comment vous payez des mercenaires? Un impôt spécial qui, généralement, ne suffit pas. Donc, vous complétez en faisant un emprunt. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, à Chambéry, il y a eu des personnages qui étaient plus riches que la Maison de Savoie. Parce que si vous voulez prêter, vous êtes plus riche que celui qui emprunte. Donc, voilà une première fonction qui est importante. Il ne faut pas oublier aussi que les Juifs du Moyen-Âge, ils ont joué un rôle très important, c'est qu'ils ont été un peu le trait d'union entre l'Antiquité et nous. C'est-à-dire que le savoir de l'Antiquité qui s'était perdu, en particulier le savoir des Grecs, le savoir aussi qui venait du Proche-Orient, ce sont les Juifs qui l'ont transporté jusqu'au Moyen-Âge. Donc, il y a des Juifs qui sont très grands savants et qui travaillent pour un certain nombre dans le domaine de la médecine de cette époque. Donc ça, on le sait par les chroniques savoyardes, la Maison de Savoie a eu très souvent un médecin qui était juif. Et puis, quand on va avancer un peu, il y a une révolution qui va se produire, très importante, c'est que pendant une grande partie du Moyen-Âge, le seul support qu'on ait, c'est le parchemin. Donc ça veut dire qu'on écrit sur des parchemins. Vous pouvez verser de l'arme si vous voulez. Chaque fois qu'il y a un parchemin, il y a un mouton, un veau qui a été sacrifié. Et ça veut dire que si vous vous ratez, ça coûte cher. Si vous faites un trou dans un parchemin, ça fait un deuxième mouton, et voilà. Donc la révolution, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le papier chiffon.
Papier chiffon, c'est-à-dire récupérer les vieux tissus, les emmener dans un moulin. Il y a un restaurant, c'est le moulin de la Tourne, où ils fabriquent toujours, de manière artisanale, du papier chiffon. C'est le bon papier. Hein. Je veux dire, le mauvais papier, c'est celui qui va apparaître au 19e quand on va faire du papier avec du bois. Il faut savoir que les bouquins du 19e, il y en a plein aujourd'hui, vous les ouvrez, vous avez plein de miettes dans les mains. Papier chiffon, vous prenez des documents du 16e, 17e, le papier, il est impeccable. Mais donc, en amont, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait être chiffonnier. Chiffonnier, ça salit les mains. Donc, c'est pareil, on a dit, on ne va quand même pas aller récupérer les vieux draps usés des uns et des autres. Les Juifs ont dit pas de problème, et ils sont devenus spécialisés dans ce métier de la, je sais pas comment on dit chiffonnerie. Donc voilà, 3 raisons qui font que les Juifs ont trouvé leur place. Banquiers, médecins, et puis jouent un rôle important dans cette révolution à la fois technocratique et industrielle. Accessoirement, ils avaient un autre avantage, c'est que quand il y a quelque chose qui n'allait pas, on tuait quelques Juifs. Ça n'allait pas mieux, mais ce qu'on appelle le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est-à-dire dans une société, on disait, bon, voilà, il y a une épidémie, les Juifs ont empoisonné les puits, on balançait les Juifs dans le puits. Comme ça, ils se décomposaient dans le puits et l'eau était vraiment empoisonnée. Voilà, un petit peu, vous voyez, mais bon, on a souri, voilà, il y en a qui ne m'ont pas souri parce que c'est fait au péril de leur vie. Mais c'est, je dirais, c'est un phénomène difficile à analyser, mais ce judaïsme, ça a été une manière, dans une société qui se voulait très cohérente, d'autoriser une diversité, mais une diversité très encadrée. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on a une juiverie, ça veut dire qu'on met les juifs dans le même quartier, et le soir, on barricade. Et si on ne veut pas qu'ils aillent justement empoisonner les puits. Donc, voilà, c'est un fonctionnement qui est un peu étrange. Les musulmans, on les a refoulés. C'est l'épisode qui commence autour de 752 et qui ira jusqu'à la guerre Freinet en 900, je ne sais plus combien. Le catholicisme, bon, tout le monde n'est pas d'accord, mais en gros, il n'y a pas... Enfin, le schisme, c'est plutôt qu'à un moment, il va y avoir 2 papes, à un moment, il y en aura 3, etc. Mais c'est tous des papes cathos. Et c'est là où on comprend que ce qui va vraiment diverger, c'est le jour où il y aura la réforme. Parce que le jour où il y aura la réforme, ça veut dire que sur le territoire européen, on aura des catholiques et des protestants. Et ça, le Moyen-Âge ne connaît pas ça. Bon, donc voilà, un petit peu le début de l'histoire de Chambéry. Alors, après, on va voir comment le territoire est organisé. Aujourd'hui, on sait qu'on a des maires, on a des conseillers départementaux, on a aussi des ramifications de l'État, avec des sous-préfets, des préfets, etc. Bon, la société médiévale, c'est une société traditionnelle. Alors, la société traditionnelle, c'est quoi? C'est qu'on a pris l'habitude d'appeler la société des 3 ordres. Et ça, on va le trouver jusqu'à la Révolution. Si je dis le tiers ordre, ça vous parle. Alors, les 3 ordres, c'est quoi? On dit parfois en latin, il y a les bellatores. Bello, en latin, c'est la guerre. Donc, les bellatores, c'est ceux qui font la guerre. Alors, ce n'est pas des militaires, mais c'est la noblesse. C'est le boulot des nobles, c'est de se battre, et donc de défendre s'il y a lieu. Donc, le
Bellatores, sa mission, c'est quoi? C'est de défendre l'ensemble de la société. Après, il y a les oratores. Alors, orar, ça veut dire prier. Donc, dans la société médiévale, c'est très important. Ça part des évêques, c'est les prêtres, c'est les religieux, c'est les religieuses. Donc tout ça, c'est les oratores. Sur un plan cadastral, c'est énorme. Si vous regardez propriété de l'église, propriété des abbayes, propriété des couvents, parfois, si vous prenez simplement un plan de Moutier, et puis bon, vous savez à peu près où il y avait des couvents, des églises, etc., vous coloriez, par rapport à ce qu'était le Moutier d'autrefois, vous avez colorié plus de la moitié de Moutier. Donc, voilà, les oratores. Donc leur boulot, c'est quoi? C'est de prier pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que les autres ne prient pas, mais eux, professionnellement, c'est ça leur boulot. Et puis, on a les laboratores. Donc, labor, ça veut dire, alors c'est un mot qui est très riche, parce que ça a donné le mot labeur, le travail, mais ça a donné aussi le mot labour, labourer. Donc, le travailleur, c'est quoi? C'est un laboureur. Encore au 19e, et au 19e, on le voit d'autant plus que pour les curés, on va inventer les registres de catholicité préimprimés. C'est-à-dire, il y a des cases, ils n'ont qu'à remplir les cases. Donc, c'est là où on a inventé une rubrique qui s'appelle profession. Profession, pas compliqué, un cultivateur, cultivatrice. Si le gamin a moins de 5 ans, profession, rien. Dès qu'il a 5 ans, profession, cultivateur ou laboureur. Donc ça veut dire, voilà, c'est ton destin, c'est écrit, tu seras laboureur. Dans les règlements, quelqu'un qui a des dettes, on a le droit de saisir tout ce qu'il a, sauf la charrue. Et oui, parce que si vous saisissez la charrue ou l'arère, suivant les régions, vous condamnez à mort. Voilà. Aujourd'hui, bon, les écolos vous diront qu'il ne faut pas labourer, mais traditionnellement, c'est quand même l'instrument de base. Donc, ça, c'est très important. Vous voyez, l'existence des laboureurs. Alors, leur rôle, c'est quoi? C'est de nourrir tout le monde. Donc, il y a ceux qui défendent tout le monde, il y a ceux qui prient pour tout le monde, et il y a ceux qui nourrissent tout le monde. C'est comme ça que fonctionne cette société. Alors, parmi les bellatores, je vais vous faire un schéma, parmi les bellatores, on a le pouvoir central. C'est ce qui est en jaune dans mon... Alors, pouvoir central, ça marche comment? Alors, on a, bien sûr, on a le comte, qui a un conseil. Alors, qui est dans le conseil du comte? Je vous les ai cités tout à l'heure, ce sont les vicomtes. Donc, les Berlion, les Miolans, les Lachambre, les Briançon, les Chaland, j'en oublie quelques-uns, mais donc, vous voyez, ces grandes familles, oui, vous pouvez rajouter les Montmailleur, parce qu'ils n'ont pas eu le titre de vicomte, mais la position qu'ils occupent entre le Val Coisin et le Val Gelon en fait bien des vicomtes. Après, il y a les 3 instances dont on a parlé, la chancellerie, la cour des comptes, la cour d'appel générale. Donc tout ça, c'est dans le château de Chambéry. Ensuite, on a les maréchaux, très important en Savoie. C'était un titre, et c'est quasiment, enfin c'est un titre, on peut dire, de chevalerie. Ceux qui avaient le titre de maréchaux de Savoie, c'était ceux qui, en cas de guerre, étaient vraiment à la tête des troupes et qui étaient des très proches des comtes. Et puis, il y a eu un Sénat, mais il ne faut pas le prendre au sens actuel, il n'y avait aucune élection de sénateur, mais le Sénat, c'était une sorte de conseil du comte un peu élargi. Bon, ça, alors, pour le coup,
Ça veut dire qu'on est essentiellement à Chambéry. Après, il y a des bailliages. Alors, les bailliages, ça ressemble un peu à nos arrondissements d'aujourd'hui. Mais des bailliages, il en faut un certain nombre, parce que, vous voyez, quand on est à ce niveau-là, il en faut un pour le Pays de Vaud, il en faut pour la Bresse, pour le Bugey, pour le Genevois, etc. Tout ça, c'est des bailliages. Et il y a deux personnages. Il y a le bailli, qui est un chef un peu administratif, on va dire, et puis il y a ce qu'on appelle un juge-mage, qui est celui qui rend la justice au nom du comte sur un territoire déterminé. Et puis quand on descend encore plus bas, on a ce qu'on a appelé au départ des mestrali, et c'est devenu des châtellenies. Alors, entre parenthèses, chez nous, mais comme ailleurs, il y a des métrales, il y a des mestralais, et puis il y a des châtelains. Donc, vous voyez, ça, c'est des noms qui, à l'origine, il n'y a pas de nom de famille. À l'origine, on s'appelle Pierre-Paul Jacques. Simplement, quand arrive un moment de saturation, quand vous appelez Pierre et qu'il y a 10 personnes qui se retournent, il faut bien trouver quelque chose d'autre. Donc on est allé dans les surnoms qui souvent sont des noms de métiers. Un métier qui était exercé par l'ancêtre. Donc vous voyez comment ces fonctions administratives, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la fois dernière, on a parlé du vocabulaire à Nice, où on n'a pas tout à fait ni la mestralie ni la châtellenie, mais on avait des vigueries. Et ces vigueries, les vigiers, les viguiers, ça vient de là. Donc, voilà comment le pouvoir commence à se ramifier. Alors, une mestralie, c'est quoi? Une mestralie, on serait tenté de dire, c'est un canton. Mais pensez pas à nos cantons d'aujourd'hui, même pas à ceux d'hier. Parce que si vous prenez la mestralie de Corps, dans la mestralie de Corps, il y avait Petit Cœur, Grand Cœur, Villagerin. Ce n'est pas tout à fait un canton au sens où nous, on l'emploie. Ça pouvait être... Voilà, mais les châtelains, c'était des gens importants, parce que les châtelains, c'est à la fois ceux qui rendaient la justice, première instance, c'est ceux qui percevaient les impôts, et c'est ceux qui conduisaient au nom du comte un certain nombre de travaux. C'est là où, en Savoie, on a un truc exceptionnel, c'est qu'on obligeait chaque année, chaque châtelain, à rendre ce qu'on appelait un compte de châtellenie de l'année écoulée. C'est quoi? C'est un rouleau, un grand rouleau. Alors, au départ, c'est pas un rouleau, mais au départ, c'est un parchemin. Sur ce parchemin, on met toutes les dépenses et toutes les rentrées de l'année. Et c'est un document comptable, fiscal, comme vous voulez. Et puis, après, la deuxième année, on coud avec la première année, puis la troisième, on coud, et puis c'est ce qui va nous donner le rouleau. Donc, le rouleau, je vous ai mis une photo d'un rouleau à la page 27, ça peut faire... voilà, on en a un, bon, c'est pas un rouleau de châtellenie, mais c'est un procès. C'était Montgiraud, vous savez, Montgiraud, ils étaient quand même assez procéduriers, c'était Montgiraud contre Villette. Si vous voyez à peu près la cour de la maison diocésaine, ça fait la diagonale. Voilà. L'autre jour, toi, Pierre en dépiliait un, il disait le couloir qui est ici, là, deux fois. Ouais. Voilà, donc, à force de coups d'ensemble, ça peut faire plusieurs dizaines de mètres. Et ce qui fait la richesse exceptionnelle de la Savoie, c'est que les comtes de châtellenie qui sont venus jusqu'à nous, pas dire que tous sont venus, ça fait, en gros, passant par la route, la distance de Lyon à Turin.
c'est réparti entre les archives départementales à Chambéry et à Annecy. Donc ça, c'est une richesse que il y a des territoires en France qui n'ont pas cette richesse-là. Il faut reconnaître que la Maison de Savoie, elle a quand même souvent été un peu, ils ont été des précurseurs par rapport à cette administration. Les rouleaux de Châtellenie, plus tard, beaucoup plus tard, il y aura quand même un tabellion qui sera très particulier, parce qu'en France, ce qu'on appelle le tabellion, c'est une copie simplement de la teneur d'un acte. C'est-à-dire qu'en gros, ça permet de conserver les actes notariés, mais en France, on ne recopiait jamais l'acte complet. On mettait ce que c'était, testament, vente, contrat total, entre qui et qui, la somme éventuellement, alors qu'en Savoie, quand vous allez le consulter, vous avez toujours la copie intégrale de l'acte. C'est une richesse incroyable, parce que l'acte original, vous voyez, une fois que la grand-mère elle est mariée, le contrat total, on le perd. Hein. Mais si on va à Chambéry, on le retrouve. Puis après, on en parlera. Il y a quand même le cadastre d'Issardes, qui n'a pas d'équivalent dans aucun pays d'Europe à cette époque. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, là, il y a cette organisation qui est très importante. Alors, au niveau de la fiscalité, on va parler un peu de ça. Au niveau de la fiscalité, alors, il y a une question insoluble, mais qu'on pose à chaque fois. Est-ce que les gens payaient plus ou moins d'impôts que nous? On a déjà arrivé à comparer les monnaies. Une fois qu'on a comparé les monnaies, il faudrait trouver des étalons. Voilà, parce qu'aujourd'hui, oui, parce que la notion de revenu est très différente. Dans un monde paysan, le revenu, c'est ce que j'ai produit. Aujourd'hui, le revenu principal, ça s'appelle un salaire. C'est ce qui est très différent. Il y a aussi le fait qu'on ne va pas mesurer avec les mêmes choses. Au Moyen-Âge, ce qui est important, c'est avec ce que j'ai, combien de pain je peux fabriquer. Aujourd'hui, on va peut-être compter les litres d'essence. Donc voilà, il ne s'agit pas de se dire. Moi, je pense que l'important, c'est de se convaincre que des impôts, il y a toujours eu. Pour le pouvoir, jamais assez. Pour les gens, toujours trop. Après, bon, il faut se poser la question, c'était quoi les impôts? Alors, il y avait plusieurs niveaux. Il y avait les impôts du pouvoir central. Donc, les impôts du pouvoir central, c'était quoi? C'était l'impôt principal, c'était la taille. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la taille? C'est un impôt sur la propriété agricole. Donc, l'impôt sur le revenu n'aurait aucun intérêt, puisque personne n'avait la notion de salaire, n'existait pas. Donc, c'est par rapport aux propriétés agricoles, parce que ça concerne tout le monde. Le moutirin qui est commerçant, il a quand même un bout de vigne du côté de la Chaudane, il a un jardin dans Moutier, il peut avoir un pré quelque part, donc tout le monde est concerné. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être le plus juste possible. Alors, le plus juste, ça veut dire mécontenter les gens le moins possible, mais du point de vue de l'État, soutirer autant qu'on peut. Donc, c'est à partir de là que va naître la notion de cadastre. Parce que, à partir du moment où vous voulez percevoir un impôt sur la propriété agricole, il faut savoir le nombre de mètres carrés. C'est anachronique de dire mètres carrés, mais la surface que chacun possède. À partir de là, très vite, il y a une question qui se pose. C'est que celui qui a un pré plein de cailloux qui fait telle surface, celui qui a une vigne qui fait la même surface, est-ce qu'il faut les imposer de la même manière? Non. Donc ça veut dire qu'il faut la surface. Il faut qu'est-ce qu'il y a sur le terrain. Donc on va distinguer les prés, les
sur lesquels il y a de la vigne, mais ça ne rapporte pas la même chose. Donc ils vont inventer ce qui s'appelle dans certains textes le degré de bonté. Alors ça devient un peu subjectif, mais le degré de bonté c'est quoi? C'est que si vous avez une vigne en Basse-Saint-Denis blanche, le degré de bonté il est meilleur que si vous avez une vigne au-dessus de Plan-Villard. Voilà, donc l'idée du cadastre c'est ça. Alors très souvent on parle du cadastre Sardes. Mais le cadastre Sardes, c'est la plus belle réalisation, mais des cadastres, on a eu avant. Moutier, il y en a un que j'utilise souvent, c'est celui de 1697, si je ne me trompe pas. Et celui qui le notaire Martin Cudras qui le dresse, il dit qu'il s'est appuyé sur l'ancien cadastre. Alors, ça veut dire qu'il y en a eu un déjà avant, puis sans doute encore un avant, parce que si vous voulez que l'impôt puisse fonctionner, il faut identifier les propriétés de chacun. Donc voilà, dans un monde agricole, la meilleure manière de lever l'impôt, c'est de le lever sur les propriétés agricoles. Après, il y a un deuxième impôt, il faudrait presque dire une série d'impôts, qui sont ceux du pouvoir central, ce sont les gabelles. Alors, les gabelles, parce qu'on en pense spontanément à celle qui rapportait le plus, c'était la gabelle du sel. Alors, c'est un impôt qui peut sembler assez étrange, parce que quand vous payez la taille, c'est à partir de terrains qui existent. Quand vous payez la gabelle, ce n'est pas à partir du sel que vous avez consommé. Ce n'est pas une TVA. C'est pas quand j'achète du sel, je paye une taxe. Non, c'est un impôt sur le sel qui pourrait être consommé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus une famille est importante, plus potentiellement elle peut consommer du sel. Si vous avez 15 vaches, vous allez consommer plus de sel que si vous en avez 2. Si vous avez une vache, vous allez consommer plus de sel que si vous avez une brebis ou une chèvre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que régulièrement, il va falloir mettre en place un recensement de la population. Alors ça se faisait en règle générale tous les 5 ans. Donc tous les 5 ans, dans un feu, on procède par feu, notion de famille, on laisse tomber. Donc un feu, c'est quoi? C'est les gens qui sont autour de la même marmite, ou sous le même toit. Donc il peut y avoir le grand-père, la grand-mère, il peut y avoir le fils, la belle-fille, les petits-enfants, puis il peut y avoir un oncle, une tante qui ne sont pas mariés, qui sont sous le même toit. Donc c'est ça qui va faire le nombre de personnes. Alors, il y a un truc où on voit qu'il y a de la fraude, c'est que ne sont comptés que ceux qui ont plus de 5 ans. Donc il y a des gamins, ils mettent du temps pour avoir 5 ans. Il suffit que le gamin soit peut-être pas trop grand, ça peut passer, c'est pas forcément le même qui vient faire le recensement que celui qui avait fait 5 ans avant. Donc quand on croise ça avec les registres de catholicité, on s'aperçoit qu'il y a des enfants qui sont comptabilisés comme ayant moins de 5 ans, ils sont nés il y a 6 ou 7 ans. Ça c'est un sport, c'est toujours pratiqué. Et puis après, c'est bien parce que ça permet d'avoir une photographie agricole. Combien de vaches? Puis c'est très précis. Est-ce qu'il y a un bœuf? Combien de vaches? Combien de mottes? C'est-à-dire des vaches qui n'ont encore pas vélé. Combien de mozzons? Donc un veau qui a passé la première année. Combien de veaux? Et puis après, on compte globalement les ovins et les caprins. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des photos assez précises, parce que si vous croisez le cadastre qui vous donne les terrains et la gabelle du sel qui vous donne les animaux, vous arrivez à peu près... Voilà, mais tout ça, ça va se mettre en place petit à petit. Tout n'est pas calé au Moyen-Âge, loin de là. Bon, ça c'est une première série d'impôts. Après, il y a les impôts locaux. C'était déjà... les impôts locaux, c'est les impôts de qui? C'est les impôts des seigneurs. Vous
dépendez du comte de Savoie, mais vous dépendez aussi d'un seigneur. Le seigneur, il peut avoir un moulin. Donc ça veut dire que si vous amenez des choses au moulin, c'est normal qu'il faut payer une taxe. C'est ce qu'on appelle la banalité. Le ban, c'est ce qui est permis, ce qui est interdit. Donc la banalité, c'est le fait que le Seigneur autorise. Ceux qui se sont mariés, il y a eu un moment, on a publié les bans, c'est ce qui a fait que vous avez été autorisé ou pas à vous marier. Et petit à petit, ça c'est ce qu'on appelle la démocratie au village, c'est que le ban va changer de sens. C'est-à-dire que les gens vont arriver un peu à s'abstraire de la tutelle du Seigneur, et le moulin, le four, ça va devenir la propriété de la communauté. Et dans ce cas-là, c'est la banalité au sens actuel, c'est-à-dire dire une banalité, c'est dire quelque chose que tout le monde est capable de dire. Une banalité, c'est la chose du monde la mieux partagée. Donc, le four banal, ça vient de là? Oui, bien sûr. Le four devient banal parce que c'est le four de la communauté. Mais il devient le four de la communauté le jour où il n'est plus le four du Seigneur. Mais n'empêche que jusqu'au XVIIIe siècle, la petite noblesse va se débrouiller pour continuer à imposer un certain nombre de taxes. Donc voilà, c'est une couche supplémentaire. Et puis après, ce qui a disparu chez nous, il ne faut pas oublier qu'il y a également l'Église qui lève l'impôt. Et c'est pas rien, c'est ce qu'on appelle la dîme. Et la dîme principale, c'est la dîme sur le grain. Si ça s'appelle dîme, c'est pour dire que c'est le 10e. Donc, si chaque fois que vous produisez 100 kg de grain, en théorie, vous en donnez 10 à l'Église. Dans le meilleur des cas, ça permet de pas de mai. Dans tous les cas, ça permet d'avoir une église qui est très riche. Donc c'est en nature. Ça, c'est en nature. Alors, on connaît bien la dîme du grain. On trouve parfois la dîme des agneaux. Donc, s'il y a 10 agneaux qui naissent, on donne un à l'église. On a une dîme du vin, surtout dans les pays très viticoles. Vous donnez un 10e de votre récolte. Donc voilà, en matière d'impôt, ne jamais manquer d'imagination. Et c'est une chose qui va conduire à la Révolution. Vous savez, il y a cette fameuse gravure qu'on avait dans tous nos livres d'histoire. Vous avez le paysan qui porte le sac de grain sur son dos, et puis vous avez le noble et l'ecclésiastique qui appuient sur le sac. Donc voilà, il y a un moment où les laboratoires ont trouvé que nourrir tout le monde, ça faisait beaucoup. Donc voilà. Un dernier point, alors là j'ai illustré ça. Le fait de dire que Chambéry est devenu la capitale, j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que les comtes, les ducs résidaient à Chambéry. Il y a très peu qui ont résidé à Chambéry. Ils continuaient soit à être itinérants, soit ils avaient des lieux de prédilection. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a aussi une capitale militaire. Et la capitale militaire, ce n'est pas Chambéry. Chambéry, militairement, ça n'a aucun intérêt. Donc, la capitale militaire de la Savoie, c'est Montmélian. C'est Montmélian. Et Montmélian, il faut... Ce qui est intéressant, si vous avez l'occasion, il y a un musée à Montmélian. Et dans le musée de Montmélian, il y a, à bonne échelle, je crois, il y a la maquette qui est reproduite ici. Et cette maquette, ça permet de comprendre ce qu'était la citadelle de Montmélian.
si on mettait à côté la partie de Moutier habitée à cette époque, elle tiendrait presque dans la citadelle de Montmélian. Vous savez, Montmélian, c'est un gros rocher, c'est pour ça qu'il y a Mont dans Montmélian, et ce rocher, c'est l'aménagement d'une citadelle. Et ce qui est important, c'est quoi? C'est que sous la citadelle, il y a un pont. Il y a un pont. Hein, et le pont, c'est le seul moyen de traverser l'Isère. Et comme l'ennemi, très vite, il est devenu français, l'ennemi français, il arrivait du côté des Marches, et après, il fallait qu'il traverse l'Isère. Hein. Donc, le pont de Montmélian, je rappelle, et ça c'est très important d'avoir cette donnée, il n'y a pas d'autre pont avant le pont sur l'Arly, entre l'hôpital et Conflans. Il y a le bac à Pau, Saint-Pierre-d'Armigny, mais il n'y a pas de pont, parce que l'Isère était trop débordée de partout, c'était un marécage en gros d'Albertville à Montmélian. Donc, tenir le pont de Montmélian, c'était essentiel. Et il y a un témoignage qui est important, c'est qu'il y a une rue qui pique sur le pont, enfin l'emplacement où il y avait le pont, s'appelle la rue de la Chaîne. Parce que ça veut dire que cette rue, le soir, il y avait une grosse chaîne qui était tendue, et pour protéger, mais le pont, il est là, hein, et la citadelle, elle est ici. Hein, c'est-à-dire que la citadelle, c'est un nid d'aigle hein, par rapport à... Donc Montmélian, ça a été la capitale militaire de la Savoie. Pourquoi? Parce que c'était la porte principale. Après, le reste se comprend assez facilement. Si les Français voulaient rentrer par le Rhône, à ce moment-là, vous aviez la citadelle de Pierre-Châtel. Pierre-Châtel, là aussi, c'est la géographie qui a dicté les choses. Vous avez en bas, on ne le voit pas, mais j'ai mis une flèche, vous avez le défilé du Rhône, et là, vous aviez une grosse citadelle. Alors, les bâtiments qu'on voit, c'est plus la citadelle, c'était à l'époque, c'est devenu Chartreuse. Mais la citadelle, elle était ici. Donc, si vous verrouillez Pierre-Châtel, si vous verrouillez Montmélian, les Français, c'est déjà plus compliqué. Ça ne les a pas empêchés de venir régulièrement, mais on ne simplifie pas le travail. Après, chaque côté italien, aujourd'hui, il y a peut-être deux citadelles. À Viviane, on est à proximité de Suse, donc c'est très stratégique entre la Savoie et le Piémont. Et là, vous voyez, c'est pareil, hein, la vue aérienne, il ne reste pas grand-chose, mais à chaque fois, c'est le même scénario, hein, c'est la géographie qui dit où il faut mettre les citadelles. Voilà, donc le coup, quand vous regardez les anciens gentilshommes, en parenthèse, Briançon, sans doute le Mont-Gargan, Villette, Colline-Saint-Sigismond, à Aisne, la tour du Châtelard entre Saint-Maurice et C. Chaque fois, c'est la même configuration. Hein, c'est une proéminence naturelle sur laquelle on peut mettre une construction. Et puis, alors bon, regardons pas trop ce qui existe aujourd'hui. C'est formidable, mais ça c'est du 19e en grande partie. Mais le fort de Bar, c'est la géographie. Hein. Je veux dire, le fort de Bar, c'est quoi? C'est un rocher énorme. C'est un verrou glaciaire, précisément. D'un côté, vous arrivez à faire passer la route. De l'autre côté, vous avez la Loire et l'autoroute aujourd'hui. Puis je ne sais plus de quel côté, il y a le train d'un côté. Donc, ça veut dire que ça, c'est vraiment le verrou naturel. Et donc, à Bar, depuis le haut Moyen-Âge, mais sans doute déjà bien avant, il y a des fortifications. Et après, c'est devenu le
fort tel qu'on le connaît, vous savez, tout cet étagement. On monte même à l'étage supérieur avec un petit funiculaire. Donc voilà, je veux dire, c'est très compliqué de surveiller un état aussi complexe. Mais en même temps, la géographie, elle aide bien les choses. Voilà, et puis, dernière étape, on libère. Quand on est suffisamment organisé, il y a un moment où il faut rassembler un petit peu tout ce qu'on a dit, tous les textes. Et ça, au temps d'Amédée VIII, c'est la naissance de ce qu'on appelle les statuta savoyais, les statuts de Savoie. C'est une sorte de code à la fois civil, pénal, etc. Et ils sont promulgués le 17 juin 1430. C'est donc l'ensemble des lois, des règlements du duché de Savoie de cette époque, et c'est ce qui s'applique pour tous. Et c'est pas pour rien que quand l'imprimerie sera inventée, c'est un des premiers livres qui sera imprimé en Savoie. 1477, c'est ce qu'on appelle vraiment les incunables, hein, c'est-à-dire ces premiers textes après l'invention de l'imprimerie. 377 articles dans les statuts savoyais. À titre de comparaison, le Code civil de Bonaparte, 2281 articles, 377, 2281. Donc ça veut dire qu'entre le Moyen-Âge et Napoléon, on a multiplié par 7 le nombre d'articles. Et aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un s'est amusé à comptabiliser, mais il faudrait comptabiliser le Code civil, le Code pénal. À mon avis, on n'est pas à 2000 articles. Et tous les jours, ça change. Et tous les jours, ça change. On paye des députés, des sénateurs pour ça. Non, mais tant mieux, il faut que ça change. Tous les jours, c'est important. Mais c'est là où on se dit on a une inflation de réglementation qui est quand même assez extraordinaire. Voilà, donc ça veut dire que la prochaine fois, il nous restera une étape pour clore un petit peu ce grand chapitre médiéval, c'est d'introduire ce personnage qui est vraiment pivot dans l'histoire de la Savoie, qui est Amédée VIII. Parce que Amédée VIII, ça va être le dernier comte, ça va être le premier duc, c'est un gars qui va devenir pape et qui mourra cardinal. En général, dans l'Église, on est d'abord cardinal et pape, comme il a fait. C'est un bon, ouais, c'est sûr. Bon, après, il faut pouvoir faire tout ça. Et en plus, ça a été le premier retraité de l'histoire de Savoie. Et c'est pas à négliger, parce que le principe, c'est qu'on est comte jusqu'à la mort. Lui, c'est le premier qui a dit, maintenant j'arrête. J'ai un fils qui devrait à peu près faire les choses, donc j'arrête. Bon, mais ça, on regarde tout ça la prochaine fois. Donc...